Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS Télévision. Le Gabon a lancé sa campagne de vaccination contre le coronavirus. C'est le président Ali Bongo Ondimba qui a donné le top départ de l'opération en se faisant vacciner. Plusieurs autres personnalités gabonaises ont également bénéficié du vaccin chinois. Le chef de l'État et ses plus proches collaborateurs ont prêché par l'exemple pour encourager les Gabonais à se faire vacciner, étant donné que de nombreuses personnes restent sceptiques quant à la pertinence de ce vaccin. Ali Bongo a tenu à rassurer ses concitoyens en déclarant que si le vaccin n'est nullement obligatoire, il est en revanche très fortement recommandé par les autorités sanitaires nationales et internationales pour se protéger et protéger ceux qu'on aime. Les Gabonais ciblés par cette première campagne de vaccination sont les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité, les personnes âgées et les personnes à risque. Les vaccins administrés sont ceux du chinois Sinopharm, réceptionnés par le Premier ministre gabonais la semaine dernière. D'autres vaccins, notamment russes, seront également bientôt livrés au Gabon. Au Sénégal, 3 activistes viennent de bénéficier de libération provisoire. Il s'agit de Guy Marius Sagna, chef du mouvement Frappe France Dégage, qui mène une campagne contre les intérêts français au Sénégal, Clédor Sène et Hassan Diouf. Tous avaient été arrêtés les 22 et 23 février en marge des troubles qui ont suivi l'interpellation de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol et de menaces de mort par une masseuse d'un salon dakarois. Les 3 militants sont accusés d'organisation d'un mouvement insurrectionnel, provocation à la commission de crimes et délits et association de malfaiteurs. D'après la presse sénégalaise, outre ces 3 figures, environ 30 autres manifestants vont aussi être libérés. La libération de ces activistes est perçue comme un geste d'apaisement initié par le régime de Macky Sall, alors que le pays a connu des jours sombres après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Le président sénégalais avait par ailleurs ordonné la levée du couvre-feu instauré contre la pandémie et disant avoir entendu la jeunesse. La justice sénégalaise a inculpé le leader du PASTEF, mais l'a laissé libre sous contrôle judiciaire. Au Mali, la polémique enfle autour d'une frappe de la force Barkhane vers Talataya, une localité située entre Gao et Ménaka dans le nord-est, où 6 jeunes Maliens ont été tués jeudi. La force française Barkhane décrit la frappe comme visant des djihadistes, une version qui contraste avec celle des notables locaux qui parlent de jeunes chasseurs tués alors qu'ils traquaient du gibier. À en croire nos sources, un conseiller communal a affirmé également avoir vu un drone faire feu à l'ouest de Talataya. Ce qu'a démenti la force française Barkhane. Celle-ci confirme qu'il y a bien eu une opération aérienne à 60 km au nord d'Indeliman pour neutraliser un groupe armé terroriste. C'est la 2e fois en quelques mois qu'une intervention aérienne donne lieu à des versions aussi opposées de la part de l'armée française et des élus locaux. En Afrique du Sud, la justice a examiné jeudi la requête d'une commission anticorruption réclamant que l'ex-président Jacob Zuma soit placé derrière les barreaux pour son refus de témoigner devant elle. Après une énième convocation snobée fin février, la commission a réclamé à la Cour constitutionnelle, la haute juridiction du pays, de prononcer une peine de 2 ans de prison pour outrage à la justice contre l'ancien chef de l'État. Car cette fois-ci, l'ex-président a non seulement ignoré une convocation de la commission, mais également enfreint une décision rendue en janvier par la Cour constitutionnelle, l'obligeant à comparaître et le privant du droit à garder le silence. Désormais, la question n'est plus de savoir si l'ex-président doit aller en prison, mais combien de temps il doit y rester, a exposé au juge l'avocat de la commission. Ce dernier a qualifié le comportement de l'ancien président de manœuvre cynique pour éviter de rendre des comptes. Ni Jacob Zuma ni aucun de ses avocats n'étaient présents à l'audience organisée en ligne. La Cour constitutionnelle n'a pas encore communiqué de date pour rendre sa décision. Au Rwanda, l'ancien professeur d'université Christopher Kayumba, qui a récemment lancé la plateforme rwandaise pour la démocratie, nouveau parti d'opposition pas encore enregistré auprès des autorités, est accusé de tentative de viol et d'agression sexuelle. Selon le bureau d'enquête rwandais, la plainte a été déposée début mars par une ancienne élève de Christopher Kayumba
pour des faits datant de 2017. Mais l'affaire a éclaté dans la presse et sur les réseaux sociaux peu après l'annonce de la création du nouveau parti d'opposition de l'ancien professeur. Christopher Kayumba dénonce de fausses accusations et une propagande visant à salir sa réputation. Il dénonce également l'arrestation le 21 mars d'un autre membre de son parti, Jean Bosco Koussi. En Sierra Leone, des milliers de personnes se retrouvent désormais sans abri et sans ressources. Leur habitation à Susan Bay, l'un des plus grands bidonvilles de la capitale Freetown, ont été détruits mercredi soir par un incendie aux causes inconnues. Selon des sources concordantes, au moins 400 maisons sont parties en fumée. Le feu s'est déclenché mercredi en fin d'après-midi du bord de mer sous un vent violent. Aucun mort recensé, mais plusieurs personnes ont été blessées en s'échappant de l'enfer. Des enfants ont été séparés de leur famille, ont rajouté les mêmes sources, indiquant que les sinistrés sont pour la plupart des commerçants. La plupart étaient donc absents au moment de l'incendie. Au Soudan, la situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante au Darfour, malgré la paix avec plusieurs groupes rebelles de la province en octobre 2020, cette dernière subit une recrudescence des violences tribales. Dans son rapport diffusé ce mois-ci, le secrétaire général de l'ONU pointe la montée des violences dans cette région. Antonio Guterres voit le phénomène comme une preuve flagrante d'un vide dans la protection des civils. C'est que le 15 janvier, des affrontements entre Massali et Mahamit ont fait 162 morts et 150 000 blessés. 3 jours plus tard, des clashs entre Falata et Rizega ont fait fuir 20 000 personnes de leur maison. Cette flambée de violence tribale s'accompagne du départ de la MINUAT. La mission ONU-Union africaine a terminé son mandat le 31 décembre. La force soudanaise censée remplacer les casques bleus n'est pas encore prête. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU a révélé que les besoins humanitaires restent énormes au Darfour, d'autant qu'il s'ajoute à une situation déjà délicate avec des dizaines de milliers de déplacés vivant dans des camps, pour certains depuis 2003 et le début de la guerre civile. En Tanzanie, les habitants de Château ont rendu un dernier hommage au président John Magufuli. Ce vendredi, avant son inhumation en présence de sa famille proche, ses parents et ses amis au cours d'un service funéraire privé. Cette semaine, le défunt président a été déplacé dans plusieurs villes tanzaniennes pour permettre le deuil public. Après Dar es Salaam, Dodoma, Zanzibar et Wanza, le convoi du défunt président s'est arrêté dans sa ville natale pour que ses habitants puissent lui dire adieu. John Magufuli est décédé le 17 mars après avoir lutté pendant 10 ans contre des complications cardiaques. C'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes.